Émotion alpine, épisode 10, je suis très content de vous retrouver ici en direct sur la page de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Aujourd'hui, belle tempête de ciel bleu sur tout le domaine Évasion Mont-Blanc. Un temps parfait pour observer toutes les montagnes qui nous entourent. Et quoi de mieux que de le faire avec Julien Peloux, qui est guide de haute montagne à la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines et qui est aussi historien. Bonjour Julien. Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Bien. Écoute, je viens de te présenter un petit peu, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Depuis quand tu es à la compagnie? Depuis quand tu es passionné d'histoire de la montagne? Je suis guide à la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines depuis 2015. Et donc c'est une passion d'emmener des gens en montagne. Au sein de la compagnie, je fais le lien un petit peu avec le service du patrimoine de Saint-Gervais, notamment le musée des guides. Je m'occupe un peu de tout le côté un peu historique. Oui. Je suis aussi en annexe président de la caisse de secours. C'est le fonds de solidarité de la compagnie des guides où on aide les guides blessés et les familles endeuillées. Alors, à côté de tout ça, est-ce que tu as une autre fonction aussi en dehors de guide à la compagnie des guides? Je suis moniteur de ski à l'ESF de Saint-Gervais l'hiver, quand les remontées mécaniques fonctionnent. Et ensuite, j'ai fait des études d'histoire. J'ai un Master 2 en histoire-recherche à l'Université de Savoie. Et du coup, je fais quelques actions patrimoniales dans la région. Et pour l'Europe ou pour des livres ou des revues. D'accord, donc on veut se renseigner sur l'histoire de ce massif et toute l'histoire du village, rien de mieux que de venir te voir quoi. Pourquoi pas, oui, ça peut être une idée. D'accord, ok. Si quelqu'un voudrait par exemple avoir besoin de tes services en montagne en tant que guide, comment on fait pour te contacter et te trouver? Alors la compagnie des guides, c'est une interface entre des guides et des clients. Donc on a deux bureaux, un à Saint-Gervais et un en Contamines. Et donc là, les clients qui sont intéressés pour faire une randonnée, une escalade, un sommet, ils peuvent s'adresser à nos secrétaires, à nos hôtesses, qui les renseigneront et qui les orienteront vers un guide qui leur correspond. Après, si c'est des gens qui ont déjà de la pratique ou une idée de ce qu'ils veulent faire, ils peuvent s'adresser à un guide qu'ils connaissent, donc l'appeler directement. Et donc là, ils ont un service plus personnalisé. C'est le guide qui organise. Et ça permet de laisser du travail et de la place aux plus jeunes, aux aspirants guides à la compagnie. Écoute, si on commençait un petit peu à parler de ce grand massif qui est en face de nous, on a donc effectivement le Mont Blanc. Pour les gens qui nous regardent, j'ai installé une petite caméra ici, enfin une bonne caméra avec un bon téléobjectif pour pouvoir zoomer sur les sommets, sur chaque arête, chaque aiguille, afin que vous sachiez exactement tous bien les repérer, parce qu'on va effectivement parler de ce beau panorama. Mais c'est vrai que ça va être plus facile de le repérer comme ça. Donc, on va commencer, je pense, par... par quoi tu me... On commence par le secteur de Saint-Gervais peut-être. Ok, très bien. Alors donc, par où on commence? En face de nous, on a un petit peu... On a Col de Vos, Mont-Lachat, tout ça. Exactement. Tout ça, ce qui est intéressant là, c'est qu'on distingue bien avec la neige en fait le tracé du tramway du Mont Blanc. Oui. Alors attendez, je vais vous le montrer. Il est là. Ouais, ok. Exactement. Alors le tramway du Mont Blanc, depuis combien de temps ça fait? Qu'est-ce que c'est le tramway du Mont Blanc? Le tramway du Mont Blanc, donc c'est le départ de la voie royale du Mont Blanc. La voie royale, donc c'est l'itinéraire classique au départ de Saint-Gervais pour accéder au sommet du Mont Blanc. Il a été construit autour des années 1900-1910, plusieurs étapes, et il permet d'accéder donc au départ de l'ascension, donc à un lieu-dit qui s'appelle le Nid d'Aigle, où se trouve la gare d'arrivée et le premier refuge de départ de la voie royale. D'accord. Après ça, du coup, on continue par où? Alors, depuis le Nid d'Aigle, on va se rendre en direction du deuxième refuge de la voie royale, qui est le refuge de Tétrousse. Qui est là, hop, voilà, ici à cet endroit-là. Okay. Et donc là, c'est plutôt une randonnée un peu escarpée, mais on n'est pas encore dans les hauts glaciers. Et après, du coup, ce glacier, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, on rentre dans le vif du sujet, ouais. Ça va à Tétrousse qu'on s'équipe. Et ensuite, on a 800 mètres d'ascension pour grimper l'aiguille du Goûter, avec le fameux grand couloir à traverser. Et donc là, c'est plutôt une partie escalade, facile, mais escalade quand même. Et c'est relativement raide. D'accord. Et donc du coup, ça nous permet d'accéder au refuge du Goûter, où on va passer la nuit pour pouvoir partir le lendemain à 2 h du matin, tenter l'ascension du Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces deux refuges, parce qu'ils ont tous les deux chacun une histoire? Alors l'histoire des guides de Saint-Gervais, elle est assez vieille, elle commence en 1864. Et bien avant, il y a des guides dès la fin du XVIIIe siècle, dès les années 1775 à Saint-Gervais. C'est en 1864 que la compagnie s'organise. Et c'est à partir de 1858, donc juste un petit peu avant, qu'ils développent la voie d'ascension du Mont Blanc, et notamment avec la construction du refuge du Goûter,
D'accord. Donc à peu près, ils ont fait 68 portages de matériel. Ça faisait combien de temps déjà à l'époque que le Mont Blanc avait déjà été vaincu pour la première fois? Bah, très peu de temps parce que le Mont Blanc, on pense qu'il a été gravi une première fois par un guide de Saint-Gervais qui s'appelle Joseph Auguste Octenier dans les années 1853-54, mais on n'a pas de preuves vraiment historiques. Officiellement, ce sont les Anglais Hudson et Kennedy qui ont ouvert la voie royale en 1855, qui est la première ascension du Mont Blanc aussi sans guide. Ouais. Et la grande intégrale, elle est faite dans les années 1861. Donc en gravissant vraiment le Mont Blanc de la même manière qu'on le fait aujourd'hui. Alors avant de gravir le Mont Blanc, on était en train de parler du refuge du Goûter. Il y a le deuxième refuge du Goûter juste à côté. Pourquoi en avoir fait un deuxième? Alors le refuge qui est juste à gauche du refuge moderne, donc c'est ce qu'on appelle l'ancien refuge du Goûter. Ouais. Donc celui-là, c'est un héritier des premiers refuges de 1858-59, de 1904. Il a été construit à l'emplacement d'un refuge en 1930. Et le refuge actuel qu'on connaît, il date d'après-guerre. Il a été racheté et rebâti par le Club alpin français. Et donc juste après la guerre, dans les années 50. Et cet ancien refuge du Goûter, il a été en fonction jusque dans les années 2000 et il était vétuste et permettait plus d'accueillir en toute sécurité les alpinistes. Donc le club alpin, la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins de montagne, a décidé d'en reconstruire un nouveau d'une forme en ellipse pour le vent, voilà. Pour le vent, et puis pour répartir au mieux la chaleur. C'est une structure en aluminium. Et donc c'est le nouveau refuge qui accueille 120 places et donc qui permet de tenter l'ascension du Mont Blanc le deuxième jour. Après, donc, une fois qu'on a atteint ce refuge du Goûter, on n'a pas l'impression d'ici, mais tout n'est pas fait, tout n'est pas joué encore. Non, là, la proximité des montagnes écrase un peu la perspective. On se rend mieux compte, par exemple, de Genève que du dôme du Goûter ou de l'aiguille du Goûter. Il reste encore une grande distance jusqu'au sommet du Mont Blanc. Je vais essayer de vous montrer et donc, ça à l'image. Les départs se font généralement entre 2 et 3 heures du matin. Ah oui. Le deuxième jour. Et on doit gravir le dôme du Goûter de nuit avant d'arriver au plateau qu'on va traverser. Et là, on va arriver au pied de ce qu'on appelle l'arête des Bosses. Donc il y a l'abri bivouac Valo qui est toujours en fonction, ainsi que l'observatoire. Et ensuite, c'est l'arête des Bosses avec les 2 premières petites grandes bosses qu'on appelle aussi les bosses du dromadaire. Ensuite, on se déplace, c'est la mauvaise arête juste avant les rochers de la Tournette. Les rochers de la Tournette qui sont connus, c'est là que 1950, le Malabar Princess s'est écrasé, avant d'arriver à l'arête sommitale qui nous conduit au sommet du Mont Blanc. Le Malabar Princess s'est écrasé là-haut, ça veut dire que les caravanes de secours est montées jusque là-haut pour aller essayer de sauver... Tout à fait, ouais. Il n'y a pas eu de survivants, mais ils sont montés voir justement s'il y avait des survivants. Ils ont pu descendre que les colis postaux. Donc c'est 5 guides de Saint-Gervais qui ont tenté l'ascension. Et ils ont monté du bois, des bûches pour pouvoir alimenter les poêles dans les différents refuges. Et il faut bien penser que c'était en début de l'hiver et les conditions étaient assez extrêmes. Alors à côté, on a une aiguille que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Mont Blanc confondent souvent avec le sommet du Mont Blanc. Ouais. Comment elle s'appelle? Alors ça, c'est l'aiguille de Bionasset. C'est un 4000 du Val-Montjoie qui est important. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est une transposition de l'alpage de Bionasset et du village qui est juste en bas. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est une aiguille assez importante parce que c'est l'emblème de la Compagnie des Guides depuis les années 1904. D'accord. Comme les Drus est l'emblème de la Compagnie des Guides de Chamonix. D'accord. Et c'est un très très beau sommet, c'est une des plus belles arêtes des Alpes. Très effilée, voilà. Très renommée. Et en descendant de cette arête, là, il y a une perspective qui est assez intéressante, qui est crasée. Donc, en descendant de l'aiguille de la Bionasset, on a l'aiguille de Tricot, là qui se confond un petit peu avec le sommet de la Bionasset. Et ensuite, il y a 3 pointes, les pointes de Tricot, et, qui nous conduisent au col du même nom. Voilà. Il est là, le col, hop, juste devant le Voracé qui est là. Exactement. D'accord. Pourquoi on l'appelle le col du Tricot? C'est pareil, le vrai nom en vieux français, c'est Trécol, donc c'est à travers le col, ça délimite le lieu de passage. Tout simplement, voilà. D'accord. Entre la vallée de Miage et la vallée de Bionasset. Et alors ce col du Tricot, justement comme tu viens de le dire, déboule en fait sur la vallée de Miage, avec cet alpage qu'on ne voit pas, qui est caché par le Truc. Voilà. Pourquoi on l'appelle le Truc? Le Truc, donc, c'est un toponyme d'origine celtique, c'est un des derniers termes gaulois qui est resté
actifs dans la région. Ouais. Et donc du coup en gaulois, truc ça dénomme une petite montagne, une petite colline en fait. Et alors Miage, qui sont donc des dômes, qui sont un glacier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors depuis Miage, on peut monter ce qu'on va appeler l'arête de sable ou communément appelé la moraine à l'ours, qui va nous conduire à un premier plateau glaciaire. Oui. Et sur la gauche, donc là on ne peut pas le voir, c'est le refuge de Plan Glacier. Ouais. Un petit refuge qui appartient au guide et à la commune de Saint-Gervais, qui est gardé l'été. D'accord. Et ensuite, vous voyez donc ces grands couloirs, ce qu'on appelle les Lanchérons, nous conduisent au col de Durier. Et Durier, donc il existe un refuge du club alpin, qui est gardé par Manon. Et c'est le départ de l'ascension de la voie normale de la Bionasset et de l'intégrale complète des dômes de Miage. Intégrale qu'on peut réaliser en hiver? Alors l'intégrale, généralement l'hiver, on ne la fait pas depuis... Enfin l'ascension des dômes de Miage ne se fait pas depuis Durier, l'hiver c'est plutôt depuis les conscrits. D'accord. Mais après tout est possible, selon les conditions et le niveau des alpinistes, c'est possible de faire la totalité depuis Durier. Alors donc ces dômes ils sont entrecoupés de deux arêtes, l'arête métrier, la première, qui serait pour nous l'arête de gauche, donc, qui a été ouvert par le guide Estivin et l'alpiniste Métrier au début du siècle. Ouais. Ensuite, c'est l'arête des blessés. Pourquoi? L'arête des blessés qui a été dénommée suite à un accident qui a laissé peu de traces dans les archives de la compagnie des guides, mais qui est resté dans la toponymie. D'accord. Et ensuite, on distingue bien donc, cette grande langue de neige et de glace qui descend, versant Contamine. Là, on est déjà sur la commune des Contamines. C'est le glacier d'Armancet, qui est l'itinéraire hivernal des dômes de Miage qui permet de redescendre en ski jusqu'aux Contamines. Alors après le glacier d'Armancet, donc on a l'aiguille de la Bérengère. L'origine du nom n'est pas très connue. On pense que c'est hérité d'un ancien alpage qui s'est perdu, qui viendrait du terme Béranger en vieux français, hérité d'un terme plutôt autour de l'ours. Et on sait que c'est dans ce secteur que les derniers ours des Contamines ont été tués en 1836. Et du coup, ensuite, on fait le cercle avec les Contamines. On revient donc sur le versant Saint-Nicolas-de-Véros avec le Mont-Joli. Alors, le Mont-Joli, comment ça se pratique? Comment on peut monter là-haut? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y voit? Le Mont-Joli, déjà, c'est le point culminant du domaine skiable de Saint-Gervais. Oui. Voilà. Souvent, avec le siège de l'épaule. Exactement. Voilà, qui offre une vue panoramique magnifique sur le Mont Blanc. Hein. Exactement, donc ça dépend de Saint-Nicolas-de-Véros qui fait partie de la commune de Saint-Gervais. Ce Mont-Joli, donc ça a toujours été un grand secteur pour la randonnée pédestre l'été parce qu'on a vu une vue magnifique sur le massif du Mont Blanc. Et l'hiver pour le ski hors piste et cette année pour le ski de randonnée. Et après, on a d'autres sommets qu'on peut du coup parcourir en ski. Qui sont des sommets de moyenne montagne. Qui sont beaucoup plus cool, on va dire, mais qui quand même nous offrent un très beau terrain de jeu. Surtout cette année, sans les remontées mécaniques, c'est un super terrain de jeu. Donc c'est le Mont Joux et le Mont d'Arbois, voilà, qui sont des points culminants du domaine skiable de Saint-Gervais. Et qui sont des anciens alpages très renommés qui ont fait la fortune de nos ancêtres et qui aujourd'hui accueillent les remontées mécaniques. Et pendant les périodes de fermeture, le ski de randonnée ou les randonneurs, été comme hiver. D'accord. Alors, face au Mont Blanc, quand même, moi j'ai envie de penser à tout cet âge d'or pionnier des guides de la compagnie des guides de Saint-Gervais, les Contamines. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'eux? Tu as des petites anecdotes à me raconter sur comment ils montaient, ils travaillaient, ou une petite histoire à nous raconter sur eux? Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ils ont construit cette voie royale du Mont Blanc en fait. Et le dynamisme investi pour moderniser les refuges et l'alpinisme dans ce secteur. Alors déjà en 1858-1859, on sait que le refuge il a été construit avec plus de 60 charges montées à dos d'hommes. Et il y a deux frères, les frères Broisa, qui est une grande famille de guides de la vallée, qui ont monté le poêle, un énorme poêle en fonte je pense, un matériau très très lourd, à dos d'homme à travers le grand couloir et l'aiguille du goûter. Ça c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire, il y a vraiment un esprit pionnier sur cette voie royale du Mont Blanc qu'on peut décliner à n'importe quel moment et à n'importe quelle période. On sait qu'en 1930, Georges Orsay, pour rénover les refuges du goûter de Tétrousse, il avait tiré des monte-charges avec des câbles entre les différents refuges pour monter les matériaux.
Alors, info ou intox, j'ai entendu dire aussi qu'au début, lorsque le tramway du Mont Blanc était en cours de construction, il avait l'ambition de monter bien plus haut, même presque jusqu'au sommet du Mont Blanc. Alors, qu'est-ce qui est vrai du faux là-dedans? Alors, les premiers projets, effectivement, devaient pousser le tramway du Mont Blanc au moins jusqu'à Tétrousse et au mieux en haut de l'aiguille du Goûter. En fait. C'est la grande période, comme le train de la Jungfrau en Suisse, Ouais. des constructions monumentales. Et faute de moyens et avec le début de la Première Guerre mondiale, il s'est arrêté à Monidègue. Et les guides avaient déjà prévu un refuge à Pierre Ronde, anticipant l'arrivée du train, un peu comme dans le Far West, quand on construit les villes avant l'arrivée du train. Ouais. Et le train n'est jamais arrivé, et du coup, ce refuge n'a pas eu de suite. Mais là, du coup, il va en avoir une d'ici quelques années, il me semble. Alors du coup, là, la mairie de Saint-Gervais et surtout le conseil départemental ont décidé de prolonger un tout petit peu, de quelques mètres, une centaine de mètres, la voie, pour que le tramway du Mont Blanc arrive à côté du refuge et avoir une structure d'accueil beaucoup plus adaptée pour les voyageurs et les promeneurs. Et plus sécurisé. Et plus sécurisée que ce qu'il y a à l'heure actuelle, où le train s'arrête comme en 1914 en pleine pente, où il est très difficile de décharger les denrées et de se déplacer pour les visiteurs. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup, Julien. Eh ben, merci Antoine, à bientôt. Pour ce petit moment partagé avec toi. Je suis très content d'avoir partagé ce moment du coup aussi avec vous. Si cette émotion alpine ainsi que toutes les précédentes vous ont plu, vous pouvez toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube. Les prochaines suivront. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émotions alpines. À bientôt.